Ok, alors c'est parti pour le thème 4, la constitution, notions et éléments. Donc il y a deux critères d'identification de la constitution, il y a le critère matériel et fonctionnel. On va voir donc dans un premier paragraphe le critère matériel, enfin les critères. Alors donc dans un premier temps, il va y avoir le fait que la constitution rassemble toutes les règles de fonctionnement politique qui correspondent à l'origine du pouvoir, donc à son exercice, et les règles de transmission de pouvoir. Il y a aussi le fait que l'État donc identifie lui-même par la Constitution ses caractéristiques et ses critères d'identification. Il définit en fait sa forme, donc unitaire ou composée, son territoire, mais aussi son élément humain. Au sein de la Constitution, il y a aussi donc des règles qui déterminent le type de régime politique, donc si c'est un régime de confusion ou de séparation des pouvoirs, et du coup si on est dans un régime parlementaire, présidentiel ou mixte. Au sein de la Constitution, on va aussi retrouver donc au sens matériel toutes les règles qui protègent les citoyens, donc leurs droits vis-à-vis des organes de l'État. Donc avec toutes les règles en fait qu'on vient de donner, on peut quand même faire quelques remarques. En premier, il y a le fait que donc la Constitution couvre un champ très très large, puisque toutes les règles donc sont considérées comme matériellement constitutionnelles. Et il y a aussi le fait qu'en fait les définitions qui sont données sont assez imprécises, puisqu'au sein de la Constitution on va retrouver des éléments extrêmement précis, et d'autres pas du tout, donc des éléments qui concernent des fois une toute partie de la population, et d'autres toute la population en fait. Ensuite on va avoir le critère formel. Donc pour le critère formel, il s'agit de se demander si on peut identifier les règles constitutionnelles à partir de la forme qu'elles adoptent. Et donc la réponse est oui, puisque dans le cadre du critère formel, on va appeler la Constitution, on appelle Constitution donc une règle juridique classée au sommet de l'ordre juridique interne qui répond à des caractéristiques formelles spécifiques. Donc ça va être un texte adopté par un auteur spécifique, en l'occurrence le pouvoir constituant, selon des règles spécifiques, différentes de celles pour adopter une loi ordinaire. Et donc le fait qu'elle soit différente fait que la Constitution en fait, elle s'impose par rapport aux autres lois, donc c'est le texte suprême en l'occurrence. Et on va quand même distinguer deux notions qui permettent d'identifier en fait les éléments d'une constitution. En premier, on va avoir les règles écrites, dont notamment le texte constitutionnel. Alors le texte constitutionnel, donc c'est l'ensemble des règles énoncées dans la forme constitutionnelle, c'est-à-dire adoptées sous la forme d'un texte. Et donc le plus souvent, le texte constitutionnel a deux fonctions. En premier, il y a une fonction politique. Donc la fonction politique, en fait, ça répond à une question donc, de l'organisation du pouvoir et des régimes politiques, mais aussi une fonction juridique, puisque en effet, ces textes sont placés au sommet de l'ordre juridique interne et s'imposent par rapport aux autres normes donc, de cet ordre juridique. C'est l'idée donc que la Constitution répond à des règles juridiques et que donc les constitutions peuvent être opposables, puisqu'en effet, pour la protection des citoyens, les citoyens peuvent donc se retourner par rapport à la Constitution pour faire valoir leurs droits. Ensuite, on va avoir donc trois grands cas de figure qu'on va considérer comme des compléments au texte constitutionnel. En premier, on va avoir donc les compléments expressément prévus par la Constitution. Donc par exemple, aux États-Unis en 1783, les États-Unis décident de former une fédération, mais donc dans la négociation du contenu de la Constitution, en fait, elle a pris 4 ans à être faite. Donc elle est adoptée qu'en 1787, avec certains points non réglés, dont notamment la question des droits fondamentaux. Mais comme il était nécessaire de le faire rapidement, surtout pour contrer les Britanniques, va être mis le Bill of Rights. Donc c'est une liste de droits fondamentaux protégés aux États-Unis, et c'est en fait un complément de la Constitution qui a été adopté en 1791. Et on considérera donc que ces compléments en fait ont la même valeur juridique que le texte constitutionnel lui-même, puisqu'en fait ils sont issus de la même volonté constituante, mais sont seulement différés donc d'un peu de temps. Ensuite on va avoir donc les préambules et les déclarations de droit. Alors donc ces préambules et ces déclarations de droit, elles sont pas présentées expressément au cœur des règles constitutionnelles. En fait elles sont dans des textes annexes, et donc dans le statut juridique, elles sont pas assimilables à la Constitution. Et donc par exemple, on va avoir les préambules qui sont de petits textes, assez courts et pas forcément très structurés, qui vont être placés à l'entrée de la Constitution, avant l'article 1er. Ensuite, on va avoir donc les déclarations de loi, qui sont d'autres types d'annexes, mais qui sont traditionnellement considérés comme des textes sans portée juridique. Et en fait, la vision, avant, c'était le fait de se dire que
comme ça n'a pas de portée juridique, c'est pas contraignant. Sauf qu'à la fin du 19e siècle, donc avec la structuration de la notion d'état de droit, la question de la valeur juridique se pose à nouveau. Et donc petit à petit, il y a l'idée que les textes, bien qu'ils ne soient pas nécessairement conçus comme contraignants, puissent être interprétés de manière juridique. Ensuite, on va voir la question des lois organiques. Alors donc une loi organique, c'est un type de loi particulier qu'il faut distinguer des lois ordinaires, puisqu'en fait ces lois, elles peuvent être adoptées que dans des cas prévus expressément par la Constitution elle-même. Donc ce sont des règles concernant le fonctionnement des institutions créées dans la Constitution. On va avoir par exemple donc une loi organique sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel, donc en fait qui au titre de l'article 7 de la Constitution n'est pas forcément détaillé, et donc pour savoir comment il fonctionne, il faut se référer à l'article 63, et donc on pourrait se demander quelle est leur valeur. Alors donc la valeur des lois organiques, en tout cas déjà les lois organiques sont adoptées par le Parlement, et donc elles ont une procédure plus complexe que pour les lois ordinaires, mais pour autant ça reste des lois, donc en fait ça en fait pas une partie de la Constitution, et donc de ce fait ces lois organiques elles vont pas avoir de valeur constitutionnelle. Ensuite donc là on vient de voir les règles écrites, maintenant on va parler des règles non écrites. Alors donc ces règles, elles existent et restent des règles constitutionnelles à part entière et sont donc par conséquent contraignantes. En premier, on va avoir la question des coutumes constitutionnelles. Alors donc une coutume constitutionnelle, c'est une règle issue d'une pratique et d'usage commun consacrée par le temps. Elles sont donc par conséquent reconnues obligatoires. Et ces coutumes, on va voir que ces coutumes apparaissent dans différentes hypothèses. Alors la première hypothèse, c'est qu'elles apparaissent comme complément de la Constitution écrite. En effet, au sein de la Constitution écrite, un certain nombre de points ne peuvent pas être réglés. Et donc, va y avoir ces coutumes, et ces coutumes, on va appeler ça des coutumes de type prater legem. Et donc, comme exemple de ça, on va avoir le Premier ministre, puisqu'en effet, avant 1934, en France, le Premier ministre, il n'était pas reconnu. En gros, on était sur un principe d'égalité et que si une décision était prise par le groupe, donc des ministres, c'était la faute de tout le monde. Sauf que petit à petit, on va prendre l'habitude de se référer à un ministre et donc va apparaître ce fameux Premier ministre. Sauf que plus tard, en 1934, on va intégrer donc une révision de la Constitution de manière à faire entrer la notion de Premier ministre. Ce qui est donc une coutume devient par conséquent une règle écrite. Ensuite, on va avoir le cas où une coutume vient contredire la loi, et on va appeler ça une coutume contra legem. Pour la coutume contra legem, va y avoir un exemple donc, qui se passe sous la Troisième République, où en gros le président, il avait le droit de dissolution. Donc s'il y avait un désaccord entre l'Assemblée et le Parlement, il pouvait dissoudre tout simplement l'Assemblée. Sauf que le président de la République, donc en 1978, Jules Grévy, prend un engagement donc en 1979, et dit qu'il va jamais recourir à la dissolution, parce qu'il considère ça comme pas très réglo. Donc après ça, tous les présidents vont prendre la décision que c'est aussi pas très réglo, et donc personne ne va le faire. Donc ça c'est une coutume contra legem. Alors parce qu'en fait la loi autorisait, mais par coutume, bam, on le fait pas, donc c'est bon. Ensuite, donc on vient de voir les règles écrites et non écrites, maintenant on va voir les constitutions non formalisées. Donc les constitutions non formalisées, déjà elles sont très rares à l'heure actuelle, et dans ce type de constitution, en fait, les règles constitutionnelles au sens matériel, elles vont pas être contenues dans un règlement qu'on va appeler constitution. Ces règles, elles peuvent parfois être dans des textes, mais qui peuvent être en fait de statuts divers. Elles figurent aussi parfois donc sous forme coutumière, et résultent en fait d'une suite interrompue d'usages considérés comme obligatoires. Donc ce type de constitution, il a une structure qui est assez complexe, puisqu'en fait ça intègre des éléments écrits et des éléments coutumiers, et les deux interagissent les uns avec les autres. Comme exemple historique, on va avoir l'exemple en fait au Moyen-Âge avec la monarchie, où en gros la notion donc de la couronne, en fait elle était coutumière, et aussi on va avoir l'exemple donc de la structure de l'État britannique qui résulte en fait de textes et de lois votées par le Parlement, mais donc pas vraiment de constitution. On parlera alors de constitution non formalisée.